Bonjour à tous, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antoine Girard, je suis DSI, donc directeur des systèmes d'information à la Junior Capesti, donc la Junior qui vous présente cette conférence intitulée Professionnaliser votre cursus. Donc c'est une conférence d'ouverture dans laquelle on va parler justement donc de toutes les manières qui vous permettent de professionnaliser votre cursus, et on va introduire rapidement sur ce qu'est Capesti, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une junior, etc. On va parler de ces sujets-là. On va parler de pourquoi professionnaliser son cursus, quel est l'intérêt. Vous allez voir que les intérêts sont quand même multiples. Et des solutions pour le faire. Bien évidemment, on parlera de ce qui est junior, mais également du micro-entrepreneuriat. Donc tout d'abord, Capesti, et là les Palois, je les sens déjà grincer des dents. Jusqu'à l'année dernière, on disait que c'était la junior de l'EISTI. C'est plus tout à fait vrai, puisque maintenant nous avons une junior également à Pau, la télécommande de bien, qui s'appelle Arpiae, j'espère que je le prononce bien. Donc vous avez maintenant deux entités, la junior de l'ESTI sur le campus de Cergy, et pour les Palois, la junior de l'ESTI sur le campus de Pau. Donc vous avez deux juniors, une dans chaque campus, qui sont là pour vous représenter et pour faire les choses dont nous allons parler juste après. Mais finalement, qu'est-ce qu'une junior ? Une junior, c'est une association loi 1901 à un but non lucratif, comme toutes les associations étudiantes. Sauf que, vu que c'est une association étudiante, elle peut avoir un statut particulier et elle peut être à vocation économique et pédagogique. Donc l'idée de la junior entreprise, c'est de faire la passerelle entre l'école d'ingénieurs, ou l'école de commerce, si vous êtes dans une école de commerce, en l'occurrence on est dans une école d'ingénieurs, et le monde de l'entreprise. Il faut savoir que des juniors entreprises, il y en a à peu près dans toutes les écoles. Notamment, on a la junior de l'NCA qui est partenaire avec nous. On a également une junior qui vient de s'ouvrir à l'UCP et à l'EPMI. Donc, il y a des juniors un peu partout avec lesquels on va pouvoir travailler pour compléter nos savoirs. Et notre junior qui est Capesti va travailler bien évidemment sur les domaines de l'ingénierie mathématique et de l'ingénierie informatique. Alors, comment faire la passerelle entre l'école et le monde de l'entreprise ? Notamment par la réalisation de missions rémunérées, et je vais y revenir un peu plus en détail juste après. Alors, on parle souvent de junior entreprise. J'ai préféré utiliser le terme junior, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs marques, en fait. Les juniors sont labellisés par une entité qui s'appelle la CNJE, et il y a plusieurs marques selon le statut de la junior et selon les critères de qualité auxquels elle répond. Donc, on parle soit de junior création, soit de junior initiative, soit de junior entreprise. Le mot le plus simple, c'est de dire que nous sommes une junior, comme ça, le jour où on change de marque, eh ben, on peut toujours s'appeler junior. Maintenant, on arrive au cœur de cette conférence, qui est professionnaliser son cursus. D'abord, une date, il vous reste moins d'un an. Vous allez me dire, moins d'un an, pourquoi ? Ben, en fait, dans moins d'un an, sauf si vous êtes en CPI, mais sinon, dans moins d'un an, vous serez en stage. Et donc, vous allez rentrer dans le monde de l'entreprise, ou vous êtes peut-être déjà rentré dans le monde de l'entreprise, et ce sera votre deuxième stage ou votre troisième stage. Mais toujours est-il que c'est dans moins d'un an, et que c'est pas anodin de rentrer dans le monde de l'entreprise. Les Inge 2 et les Inge 3 qui ont déjà fait des stages pourront sûrement vous en parler, que ils ont vraiment un choc entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. On va faire un petit peu quelques constats. Tout d'abord, au niveau de l'école, donc en l'occurrence l'ESTI, elle est là pour vous apporter une base théorique qui est essentielle. Et elle est là pour vous permettre de découvrir certaines technologies que vous allez utiliser dans votre métier d'ingénieur. Ces technologies, elles sont choisies parce que souvent, ce sont des technologies plutôt historiques, prenons l'exemple du Java, et des technologies qui sont assez bien implantées dans le milieu de l'entreprise, pour essayer de répondre au maximum aux demandes des étudiants. Bien sûr, toutes les entreprises ne travaillent pas avec les technos que vous allez voir en cours, et on va y revenir. Elle est là aussi pour vous apporter des méthodes de travail, mais des méthodes de travail qui vont être souvent différentes de celles de l'entreprise. Ne serait-ce que parce que quand vous êtes en projet, vous bossez avec des potes à vous que vous connaissez, des fois on mélange, mais c'est des gens plus ou moins que vous connaissez. Et on arrive dans le milieu de l'entreprise à bosser avec une équipe, 2 semaines plus tard à bosser avec une autre, etc. Ça dépend de votre entreprise, mais dans les SS2I, ça bouge pas mal. Donc voilà, donc on a des méthodes de travail qui sont assez spécifiques au domaine de l'étudiant, malgré le fait qu'on apprenne d'autres méthodes de travail, notamment pour les Inge 2, méthode agile, et en Ingénieur aussi, il y a un cours dédié aux méthodes de travail.
Et la mise en pratique de ces méthodes de travail et de ces technologies se fait par le biais de projets, que vous avez sûrement déjà fait même par le passé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ces projets qu'on vous demande de réaliser à l'école, il y a un cahier des charges qui est souvent fixe. On vous donne un cahier des charges, on vous dit dans 2 mois, je veux mon résultat. Et il est assez souple. Souvent, les projets, il y a 2, 3, 4 pages de cahier des charges et puis ça s'arrête là, quoi. Vous allez vous dire que c'est déjà beaucoup, mais attendez de voir le monde de l'entreprise et vous verrez que les cahiers des charges sont souvent beaucoup plus importants. Et surtout, il y a un gros point, c'est que quand vous êtes à l'école, il y a une absence de client. Alors des fois, il y a le prof qui joue le rôle du client, mais souvent, vous êtes livré à vous-même, vous allez pouvoir faire des ajustements, et justement, comme le cahier des charges est assez souple, vous allez pouvoir faire des choix qui vont dans un sens ou dans un autre, que ce soit au niveau fonctionnel ou technique. Même si les choix, qui sont les choix technologiques, sont assez guidés. Par exemple, on vous demande de faire un projet en Java, en J2E, en utilisant une base de données Oracle. Ça va pas être à vous de choisir les technologies. C'est le prof qui dit, bah, ce semestre, on a travaillé sur telle et telle techno, donc maintenant, vous faites un projet qui va correspondre à ces technos-là. Donc, pour conclure un petit peu sur l'école, c'est une base et un support, mais cette base et ce support sont là pour vous inviter à vous ouvrir l'esprit. Souvent, vous entendez de la part de dirigeants de cette école ou des profs que vous êtes ici pour apprendre à apprendre, ce qui est tout à fait vrai, puisque à l'école, on ne peut pas tout apprendre, et surtout, on ne peut pas apprendre ce que vous allez faire pendant les 40 prochaines années, voire plus. Donc, on est là pour apprendre à apprendre, et apprendre à apprendre, ça passe notamment par l'ouverture d'esprit. On va parler maintenant un petit peu du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, 10% des langages de programmation qui existent. Bon, on a quand même mis les plus importants, je pense, mis à part Pascal, qui est là juste pour le côté français et historique. Mais donc là, on a un panel de langages qui est utilisé en entreprise. Et ce qu'il faut voir, c'est que déjà, à l'ESTI, vous en apprendrez que certains d'entre eux. Je pense notamment à Java, C, C++. Globalement, c'est à peu près ça. Et en entreprise, bah, vous allez avoir une multitude de langages, et quand vous allez rejoindre une team pour développer, eh ben, ce sera pas forcément sur un langage que vous avez vu à l'école. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir sortir votre doc, lire la doc, apprendre, regarder les conventions, apprendre avec des collègues, etc., faire du pair coding. Et tout ça, bah, c'est un travail qui est, mine de rien, au début, pas très facile. Et en plus d'avoir une multitude de technologies, on a aussi une multitude d'outils. Donc, encore une fois, j'ai mis des outils, que ce soit des systèmes d'exploitation, des outils de gestion de projet, des outils de versionning, des IDE, des éditeurs de texte. Il y a une multitude d'outils. Et vous allez découvrir que bah, souvent dans le monde de l'entreprise, on vous impose un peu certains outils parce que bah, l'équipe travaille avec ces outils-là et que c'est plus facile si tout le monde travaille avec les mêmes outils, notamment si on fait du pair coding. Et même si vous avez besoin d'aide, bah, votre collègue il pourra dire « Ah ouais, le problème que j'ai eu avec tel outil, bah, je l'ai résolu comme ça. » Puis il y a des choses où vous n'avez pas du tout le choix. Par exemple, l'outil de versionning, bah, le lead du projet, il choisit un outil de versionning et tout le monde y passe, quoi. Donc il faut apprendre à s'adapter aux technologies et aux outils. Et ensuite, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a une multitude de façons de travailler et de gérer les projets selon le nombre de gens qu'il y a dans l'équipe, selon bah, les projets sur lesquels on travaille les gens, notamment les leads, ils vont préférer telle ou telle méthode de travail, etc. Et encore une fois, excusez-moi, vous n'êtes pas, excusez-moi, vous n'êtes pas forcément maître de cette situation et vous êtes obligé bah, de suivre l'équipe dans ses choix. Et dans le monde de l'entreprise, vous allez avoir un client qui, je reviendrai sur le client juste après, qui va vous présenter son projet, qui va contribuer à la rédaction du cahier des charges, mais c'est pas à lui de faire les choix technologiques, sauf si vraiment il se passe que dans l'entreprise, ils ont besoin de telle ou telle chose, mais généralement, ça va être à vous de faire les choix technologiques et de combattre les différences de niveau qu'il y a au sein d'une même équipe. Quand vous allez arriver dans une boîte, il y a des gens qui ont de l'ancienneté, qui ont travaillé avec certaines technos, vous avez peut-être de l'ancienneté dans une autre boîte, vous avez travaillé d'autres technos, et ben il va falloir vous mettre d'accord, si vous avez le choix, et combattre ce niveau cette différence de niveau entre les personnes au sein d'une équipe, et ça encore c'est un autre boulot.
Et cette différence de niveau au sein d'une équipe, on la sent beaucoup moins à l'école. On la sent parce qu'on n'a pas tous le même niveau, ce qui est tout à fait normal. Mais on la sent beaucoup moins du fait que on suit tous le même cursus. Globalement, les gens avec qui vous allez travailler en projet, ils ont appris les mêmes choses que vous, ils ont assisté aux mêmes cours que vous, donc ils ont à peu près le même niveau. Ils sont peut-être plus forts dans certaines disciplines, mais normalement, ils ont le même bagage de compétences et de connaissances que vous. Et ensuite, voilà, j'ai mis en gras, parce que c'est un des points importants, et quand vous arrivez dans le monde de l'entreprise, vous avez un client. Vous travaillez peut-être sur un projet pour votre entreprise, mais si vous arrivez en SS2I ou dans d'autres types de sociétés, d'ailleurs, on dit plus SS2I, on dit entreprise au service du numérique, ESN. Vous avez un client. Le client, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très exigeant. Parce que quand il lâche 200 000 euros, il aimerait bien avoir le résultat que lui attend. Il est souvent indécis. Et ce qui fait qu'il change régulièrement d'avis. Et ça, c'est quelque chose à gérer. Vous avez implémenté toute une fonctionnalité. Et d'un coup, le client, il arrive, il fait « Ah non, en fait, j'ai changé d'avis, ça, je le voudrais plutôt comme ça, comme ça. » Et donc, il va falloir retravailler derrière son code et avoir un petit peu prévu l'indécision du client en faisant les choses les plus clean possibles dès le début pour pouvoir justement combattre cette indécision et pouvoir faire les changements le plus rapidement possible, même si les changements peuvent être amenés à être renégociés. Et ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est que le client, lui, il connaît pas votre métier et la technique, il en a rien à faire, mais vraiment. Bien souvent, votre client ne connaît pas votre métier, et du coup, c'est à vous de lui expliquer, on va faire ça comme ça, pour telle et telle raison, et ça encore, c'est un autre travail. Les projets en entreprise ont souvent une évolution constante, notamment par le biais des technologies qui sont sans cesse en train d'évoluer, surtout dans l'informatique, ça va à une vitesse phénoménale, donc il faut s'y adapter. Et puis ça peut être une évolution constante rien qu'au sein du même projet, notamment due à l'indécision du client dont je parlais juste avant. Donc l'évolution passe par les méthodes de travail. On constate aujourd'hui une grosse transition vers les méthodes agiles, donc ça, vous verrez ça en Ing 2, ou pour ceux qui sont en Ing 2, vous voyez ça actuellement. Et donc les technologies dont je parlais tout de suite. Mais également les outils. Les outils sont sans cesse en train d'évoluer. Rien que votre éditeur de texte, il y a peut-être si vous utilisez un éditeur un peu connu, il y a des mises à jour et des nouvelles options toutes les 2 semaines. Donc il faut s'y adapter. Et surtout l'équipe. Les équipes peuvent très vite évoluer. Un exemple, cet été j'étais en ESN, donc en entreprise au service du numérique. Et toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui partait de l'open space, un autre qui arrivait, il y avait un mec qui partait du projet, un autre qui arrivait. Ça n'arrêtait pas de changer, et ça, il faut s'adapter à cette évolution des équipes. Et la demande client, on revient sur l'indécision, etc. Tout ça pour dire que le apprendre à apprendre, il est très important. Il faut apprendre à travailler avec tout type de personnes, il faut apprendre à travailler avec des clients, il faut apprendre à travailler avec de nouvelles technos et avec de nouveaux outils. Pour ça, il faut rester curieux et faire de la veille technologique. Pourquoi c'est important? Parce qu'au moment où vous allez postuler à un poste, vous allez changer de poste, etc., vous allez sûrement rencontrer de nouvelles technologies. Et si vous n'avez pas fait cette veille technologique, vous allez être tout de suite un peu perdu. Alors que si vous gardez un œil, rien que vous, je sais pas, vous vous abonnez à un flux Twitter ou n'importe, vous gardez un œil régulier sur ce qui sort, ce qui vient de changer, ce qui est nouveau, etc., eh ben, vous avez au moins une vision d'ensemble du marché de du marché du travail, des technos qui sont à la mode, etc., etc. Et si vous voyez des technos qui commencent à devenir à la mode, peut-être qu'il est intéressant de s'auto-former pour éventuellement s'adapter et changer de poste. Donc, professionnaliser son cursus, c'est appréhender tous les points que j'ai cités précédemment. Et c'est arriver, surtout, moins perdu dans le monde de l'entreprise. D'expérience, pour avoir discuté avec pas mal de gens, il y a un choc vraiment entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Donc, c'est aussi à ça que ça sert de professionnaliser son cursus. Ça permet aussi d'obtenir des recommandations. Aujourd'hui, quand vous allez vouloir obtenir des stages et tout ça, ça se fait beaucoup par les recommandations. Je n'utiliserai pas le mot piston. Ça se fait beaucoup par les recommandations, et quelqu'un qui a travaillé avec vous, qui était très satisfait de votre travail, peut-être qu'il va vous réembaucher, vous prendre en stage,
ou alors qui va dire à un de ses potes « Ah ouais, lui, je l'ai eu avec moi, franchement, il a un super état d'esprit et tout, il apprend super vite, c'est un mec génial, embauche-le, prends-le en stage. » Et donc, potentiellement obtenir un stage. Aujourd'hui, on est en discussion à la junior entreprise avec des entreprises qui potentiellement réfléchissent à proposer des missions à la junior pour ensuite déboucher derrière sur un stage si l'étudiant a fait ses preuves. Donc les solutions pour professionnaliser son cursus, je vais parler tout d'abord de la micro-entreprise, et Valentin témoignera de son expérience de micro-entrepreneur juste après. Donc avant on appelait ça auto-entreprise, ce terme n'existe plus, maintenant on appelle ça micro-entreprise, beaucoup de gens appellent ça encore auto-entreprise. Hein, c'est une entreprise où vous avez 0 employé, en fait vous êtes seul dans votre entreprise, et ça vous permet notamment d'avoir un cadre légal pour travailler. Ça évite de travailler au black, et au moins votre travail peut être reconnu, etc. Vous pouvez mettre ça dans votre CV. C'est des démarches ultra simplifiées pour commencer à bosser. Pour vous donner une idée, quand j'ai ouvert ma micro-entreprise, j'ai rempli un formulaire sur Internet, ça m'a pris à peu près un quart d'heure. Toi qui l'as fait hier, à peu près un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Allez, un peu plus d'un quart d'heure. 2 semaines plus tard, vous recevez un courrier de l'INSEE avec votre numéro de SIRET et c'est parti. Il faut savoir en tout cas que cette simplicité a quand même une limite, mais en tant qu'étudiant, normalement, vous ne devriez pas dépasser cette limite. En étant micro-entrepreneur, vous avez un plafond de chiffre d'affaires qui est de 33 200 € par an pour les prestations de services et les professions libérales. Pour les autres corps de métier, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, si vous vous mettez à l'aventure de la micro-entreprise, vous allez créer une micro-entreprise de prestation de services. Bien sûr, l'État passe par là, sinon ce serait pas drôle. Donc vous avez des cotisations sociales qui sont d'ailleurs en diminution. C'est environ 22,5% de votre chiffre d'affaires. Ça varie. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, c'était à 29%, donc ça baisse quand même pas mal. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à partir du moment où vous créez votre micro-entreprise et que vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, à la fin de l'année, il y a le centre des impôts qui va vous dire « Bonjour, il faudrait régler la cotisation foncière aux entreprises ». J'insiste sur ce point parce que moi-même, je me suis fait avoir. Faites très attention à ce point. Donc la cotisation foncière aux entreprises, c'est quoi? C'est le paiement de la taxe sur vos locaux, globalement. Si vous n'avez pas de locaux, votre siège social, c'est votre maison. Et on parle alors du minimum de la cotisation foncière aux entreprises du département. Dans les Yvelines, ça représente à peu près 145 €. Donc faites attention d'avoir un chiffre d'affaires assez important pour pouvoir régler à la fois les cotisations sociales et la cotisation foncière aux entreprises. Sachez aussi que l'année où vous ne faites aucun chiffre d'affaires, vous avez 0 chiffre d'affaires, vous ne payez ni cotisation sociale, de toute façon c'est un pourcentage, ni la cotisation foncière aux entreprises. Donc c'est une bonne solution si vous avez des missions de manière régulière, parce qu'il y a quand même, faut quand même amortir sa cotisation foncière aux entreprises. Donc si vous avez des missions de manière régulière, vous avez un client avec lequel qui vous a dit toute l'année j'aimerais bien que tu m'améliores mon site, tu me rajoutes des trucs et tout, ça peut être intéressant de devenir micro-entrepreneur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est quand vous êtes micro-entrepreneur, vous devez gérer à la fois les contrats, et les contrats, ça peut être quelque chose d'assez compliqué, surtout si vous voulez pas vous faire avoir derrière. Les devis, ça va globalement. Si vous estimez bien vos chiffres, ça devrait aller. Les factures et les déclarations. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure de la micro-entreprise, on pourra en reparler plus en détail à un autre moment. Mais n'oubliez pas de faire votre déclaration même si vous avez eu 0 chiffre d'affaires. Parce que si vous avez eu 0 chiffre d'affaires et que vous oubliez de le déclarer, vous pouvez avoir une amende. Maintenant, on va parler de la junior, qui est une deuxième solution pour professionnaliser son cursus. Ça permet de réaliser des missions rémunérées pour des clients, un peu comme vous pourriez le faire en micro-entreprise. La différence, c'est que la junior va s'occuper de toutes les formalités administratives et du paiement des cotisations. Globalement, vous irez voir le jour où vous voulez faire une mission à Capesti. Vous allez voir notre responsable études, qui s'appelle Samuel, et qui s'occupera de réaliser la partie contrat entre vous, enfin même entre la junior et le client. Ce sera quand même à vous d'estimer la charge de travail
en relation avec, généralement, donc on a un chef d'entreprise et un chef de projet et un ou plusieurs développeurs, d'estimer la charge de travail, et bien sûr de soumettre tout ça à Samuel qui ensuite s'occupera de rédiger les documents nécessaires. Quand Capesti n'a pas de mission, ça arrive, parce qu'elles sont toutes prises, parce qu'on n'en a pas actuellement, parce qu'on est en train de voir avec des clients s'ils sont intéressés, mais que vous connaissez quelqu'un, une entreprise, quelqu'un avec qui vous étiez en stage, qui vous dit « Ah, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour moi », eh ben, vous pouvez tout à fait venir à la junior, dire « Écoutez, moi j'ai un client, j'aimerais réaliser une mission pour lui », et nous, on est là en tant qu'entité pour pouvoir vous permettre de réaliser cette mission en toute légalité et encore une fois d'éviter de travailler au black. Donc n'hésitez pas, si vous avez des potentiels clients, à les mettre en contact avec la junior. Et si vous les mettez en contact avec la junior et que vous voulez bosser avec ces clients, bien évidemment, il n'y aura pas de problème. Donc c'est une bonne solution si par exemple vous voulez réaliser 1, 2, 3 missions dans l'année. Une, c'est déjà pas mal. Enfin, ça dépend de la taille des missions, mais une, c'est déjà pas mal. Si vous voulez réaliser donc quelques missions dans l'année, la junior, c'est une bonne solution et surtout, vous vous affranchissez de toutes les démarches administratives. Le bureau s'en occupe pour vous. Ah, c'est rigolo. La rémunération, bien sûr, c'est un point important. Il faut savoir que donc du coup, sur ces deux types d'activités que sont la junior entreprise ou le micro-entrepreneuriat, vous êtes rémunéré. Alors vous attendez pas à recevoir beaucoup d'argent tout de suite. Il faut savoir que vous êtes encore à un statut d'étudiant et que vous connaissez pas forcément toutes les technos avec lesquelles vous travaillez. Il faut voir ce travail comme un complément de revenus qui va varier selon votre niveau, selon le client, selon le budget du client, selon tout un tas de choses. Mais il faut aussi voir ça comme un investissement pour l'avenir. Parce qu'une fois que vous aurez dans votre CV que vous avez fait des missions pour des clients à Capesti ou que vous étiez micro-entrepreneur, mine de rien, c'est vachement valorisant et peut-être que vous obtiendrez des postes avec des salaires potentiellement plus élevés derrière. Donc la rémunération, il y en a, effectivement. Elle est pas toujours exceptionnelle, mais franchement, c'est assez correct. Pour conclure, professionnaliser son expérience, c'est mettre en pratique des connaissances et des compétences que vous avez apprises à l'école. C'est acquérir potentiellement de nouvelles connaissances et compétences. Et je pense que c'est un des points très importants, c'est que vous allez travailler sur des trucs que vous ne connaissez pas. Et ça vous fera de l'expérience pour plus tard. Et c'est découvrir de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. Mais c'est également découvrir le monde de l'entreprise et la relation client, qui est quelque chose de très important qu'on ne voit pas à l'école. Une conclusion un peu plus générale, ce serait de dire que vous vous ouvrez des portes vers l'avenir, notamment en alimentant votre CV. Et un point sur lequel j'aimerais insister, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut rester curieux, se poser des questions, si vous voyez des choses qui ont été faites, comment ça a été fait. Aujourd'hui, il y a plein de choses open source. Vous pouvez vous intéresser à comment les choses sont faites. Et c'est très important si vous voulez, après, avoir de plus en plus de compétences et de connaissances. Enfin, de connaissances que vous allez transformer ensuite en compétences. Avant de passer la main à Valentin qui va nous parler de son expérience de micro-entrepreneuriat, juste un petit mot pour vous dire que tout au long de l'année, bon, cette conférence c'est la première fois qu'on l'a fait, mais tout au long de l'année, on organise traditionnellement ce qu'on appelle des Cap Verts, qui sont des tables rondes thématiques avec des professionnels et qui vous permettent donc de découvrir tout un tas de domaines, notamment si vous n'avez pas encore choisi votre option, que vous avez choisi et que vous vous posez des questions, etc. On organise tout au long de l'année des Cap Verts, ce qu'on appelle des Cap Verts, qui sont des tables rondes qui se passent ici même, avec des professionnels, et qui vous permettent donc de découvrir tout un tas de domaines, mais aussi de potentiellement donner votre CV, ou en tout cas prendre contact avec les professionnels qui sont présents, pourquoi pas pour décrocher un stage. Le premier rendez-vous des Cap Verts, c'est le 16 octobre à 18 h, ici même, et le thème sera l'IoT et l'informatique embarquée. Merci de votre attention. On va passer à la partie témoignage. Donc, je vais demander à Monsieur le Président de la Junior Capesti
sont passés. Juste le temps de trouver un micro. Surtout embêtant pour Pau qui nous entendrait pas. Allô? Ah, c'est bon. Merci. Alors, bonjour, donc je m'appelle Valentin. Je vais vous présenter donc le statut micro-entrepreneur et plus précisément mon expérience. Alors, personnellement, je suis donc en freelance. Freelance, c'est un autre terme pour dire micro-entrepreneur depuis un an, depuis exactement octobre 2016. Principalement avec le site donc Crème de la Crème, qui est une des plus grandes plateformes freelance pour les étudiants. Donc j'aimerais commencer avec un chiffre, 15 000. Donc 15 000, c'est le nombre d'étudiants freelance justement sur la plateforme. Et juste sur cette plateforme, vous allez retrouver beaucoup de missions donc en développement informatique, en programmation, en web design. Et donc, comment dire? Personnellement, ça fait en un an, j'ai dû faire 6 ou 7 missions, plus ou moins bien rémunérées. Il faut savoir qu'au départ, vous allez faire les mêmes erreurs que moi, vous allez faire les mêmes erreurs que la plupart des freelances, c'est-à-dire mettre des prix trop bas en pensant que vous allez être plus compétitif. C'est-à-dire faire accepter des cahiers des charges qui vont être pas assez précis ou vous battre avec des clients qui ne voudront pas forcément vous payer dans les temps. Donc déjà pour lutter contre ça, on va organiser donc moi avec justement l'organisme Crème de la Crème différentes conférences et différents ateliers dans l'Esti. Donc je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Antoine. Donc la freelance en quelques points, donc c'est ouvert à tous. Vous pouvez vraiment tous en tant qu'étudiant et même plus tard si vous voulez vous lancer. Vous pouvez vous déclarer auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, pardon. Donc c'est vraiment rapide, c'est juste un formulaire sur Internet que vous remplissez. Donc c'est pareil, c'est pour tout type d'activité. La plupart du temps, c'est mieux de se déclarer en tant que conseil et service aux entreprises. C'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de diversité dans les missions. C'est sans contrainte ou presque. Donc là, on en a parlé, c'est la déclaration trimestrielle qu'il faut faire, sinon ça fait mal. J'aimerais apporter quelques points de précision sur ce que tu as dit, Antoine, parce qu'il y a eu une réforme qui est passée il n'y a pas longtemps, et donc qui permet aux auto-entrepreneurs d'avoir un plafond plus haut, c'est-à-dire qu'on est passé de 33 100 euros, c'est ça, à 70 000 euros annuels de plafond, ce qui quand même est assez intéressant. Et en plus de ça, vu que je pense que vous avez tous moins de 26 ans ici, pour les personnes qui ont moins de 26 ans, le pourcentage qui vous est pris monte graduellement année par année. C'est-à-dire que la première année, vous serez taxé qu'à 5%. Ensuite, il me semble que c'est 12%, 17%, et ensuite, ce sera les 22% annoncés. Donc là, c'était pour juste éclaircir ce point-là. Mais ça reste quand même du coup encore plus intéressant. Donc aussi, en étant micro-entrepreneur, donc si votre déclaration est nulle, vous ne payez rien. C'est très flexible, donc les démarches sont simples et rapides. Qui plus est qu'il y a beaucoup de documentation qui vous permettent de vous orienter pour pouvoir réaliser un devis, envoyer des factures, pour pouvoir faire un cahier des charges qui soit complet et pour aussi avoir un bon relationnel avec le client. Vous recevrez aussi quelques infographies sur le sujet au cours de l'année. Et donc, comme l'a dit Antoine, c'est aussi la garantie de se démarquer professionnellement.
dans le sens où vous allez marquer donc ces expériences de freelance sur votre CV. Et personnellement, j'ai eu 2 offres de stage grâce à ces missions freelance, et une 3e d'ailleurs que j'ai acceptée, qui en fait simplement le recruteur avait le choix entre moi et une autre personne qui était plus compétente que moi techniquement, mais qui n'avait pas réellement d'expérience professionnelle. Et il m'a clairement dit que c'était le fait d'être en freelance et d'avoir déjà eu une expérience professionnelle, d'avoir pu gérer un projet de A à Z autrement qu'avec l'école, qui a fait que j'ai obtenu mon stage. Donc ça peut être intéressant, surtout pour vous si vous êtes en Ing 1, parce que c'est compliqué de trouver un stage en Ing 1. Bon courage. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, rendez-vous courant octobre. Donc, courant octobre, il y aura une conférence organisée à l'occasion du Campus Tour de Crème de la Crème. Donc, je vous ferai parvenir la date sous peu, c'est-à-dire en fin de semaine normalement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça ou sur la conférence qu'a animée Antoine. Voilà, si vous avez des questions pour la junior, pour le micro-entrepreneuriat, pour peu importe. Si on peut peut-être rallumer la salle on va peut-être rallumer la salle pour les réveiller. Ouais. Merci. Alors déjà, merci pour cette conférence, c'était très intéressant, très bien expliqué. Voilà. Ensuite, je voulais te demander à Valentin si, en termes de temps, t'arrivais à comment tu gères ton emploi du temps, parce que bon, certes, on a plus de temps en école d'ingénieur. Enfin, personnellement, je suis en Ing 1, mais travailler sur un projet, on voit plutôt les gens qui sont en entreprise, qui font 40 heures par semaine. Comment nous, en tant qu'étudiants, on peut gérer ça? Alors, la gestion du temps, en fait, elle va être propre à chacun. Personnellement, j'estime à chaque fois, pour chaque mission, que je peux travailler 1 à 2 heures par soir, mais pas tous les soirs. Donc, en une semaine, t'obtiens entre 5 et 10 heures de travail. Après, c'est vraiment une gestion du temps. C'est toi qui vas la faire au feeling. Tu vas te planter sans doute les premières fois. Je te conseille vraiment au départ de bosser pendant tes vacances, de voir à peu près combien de temps ça va te prendre de réaliser une mission, parce qu'il n'y a pas que la partie code. Il va y avoir la partie avec les retours clients, la partie élaboration du cahier des charges. C'est des choses qui sont pas forcément que t'as pas forcément l'habitude de faire, vu qu'à l'ESTI, souvent on a le cahier des charges, on n'a pas besoin de faire un retour client. Donc expérimente pendant des périodes de vacances, expérimente pendant des périodes de temps creux, et puis ensuite tu vas voir que tu vas avoir des automatismes qui vont se mettre en place, que tu vas te rendre compte que tu peux te libérer du temps le soir ou pas, ou le midi, ou je sais pas. Et donc ensuite tu vas pouvoir obtenir vraiment, faut que tu aies ton mécanisme, ton mode de travail, et qu'après ça devienne une habitude. Et pareil, un réflexe de chercher des missions, et tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas faire des erreurs, tu vas prendre des missions qui vont être trop denses pour toi. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est au départ, travaille en équipe, travaille avec des gens qui sont aussi motivés que toi et qui sont prêts à bosser sur une mission avec toi, de A à Z, que tu te fasses pas lâcher en cours de route. Et puis ensuite, lance-toi. Je peux me permettre de compléter le conseil. Quand j'ai commencé la micro-entreprise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des clients avec des petites missions. Par exemple, de la mission de maintenance, rajouter une fonctionnalité sur un site et tout ça. Comme ça permet d'évaluer le temps que tu mets, notamment justement pour toute la partie cahier des charges, devis, facture, tout ça. La relation avec le client qui te prend mine de rien beaucoup de temps. Par exemple, moi j'ai travaillé pour une association qui n'y connaissait rien en informatique, donc il faut expliquer au client ce que tu vas faire, et ça prend du temps. Et je sais pas si tu es d'accord, mais il y a une grosse partie du temps qui n'était pas estimé, qui était justement la relation avec le client. Faut s'armer de patience avec certains clients. Oui. Mais c'est valable aussi en entreprise et en junior, hein, donc c'est valable avec tout type de clients en fait. Même les clients qui connaissent le métier.
surtout des clients qui pensent connaître mieux le métier que toi. Une autre question? Il y a des questions à Pau aussi, n'hésitez pas. On a une question à Sergi, mais juste après. Je voulais savoir si les missions proposées par la Junior Capesti et les missions proposées par la Crème de la Crème sont similaires ou s'il y a des différences. Globalement, c'est les mêmes domaines de compétences, donc c'est le même type de mission. En fait, sur la plateforme, tu vas retrouver plus de variété dans le sens où t'as pas que des missions de développement informatique, informatique ou mathématique. Tu vas avoir du web design, mais tu vas autant avoir des études marketing. Du coup, disons que la difficulté des missions peut varier. Je me suis retrouvé même une fois à faire une mission, c'était juste créer une page Facebook. Bon, la personne derrière paye, donc en soi c'est bien. Mais du coup, ça va être un petit peu différent. Cap, on a vraiment une charte à respecter et donc les missions sont peut-être un peu plus fournies, un peu plus construites. Enfin, c'est ce que je sais pas si Ouais, globalement, le type de mission dont je parlais tout à l'heure, qui était la mission de maintenance, tu le retrouves très peu en junior entreprise, notamment parce que justement, on doit respecter une charte et que ça doit rentrer aussi dans un cadre pédagogique. Mais au niveau de Cap, tu vas avoir plutôt des missions un peu plus conséquentes. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce que tu ne peux pas faire en micro-entreprise ou que tu peux faire en jouant un petit peu, parce que, par exemple, si tu veux travailler à 2 micro-entrepreneurs, eh ben, il faut qu'il y ait 2 fois les devis, 2 fois les factures, et que tu arrives à avoir un contrat qui dit que un tel fait tel truc, et que le client va le rémunérer lui, et puis l'autre, il fait tel truc, il va le rémunérer lui. Alors que dans le cas de la junior, tu vas pouvoir travailler avec un chef de projet. Souvent, on a des missions avec un chef de projet, 2 développeurs, ou un chef de projet, 3 développeurs, voilà. Tu vas travailler plus en équipe, ce qui est moins évident dans le cadre de la micro-entreprise. Tout simplement parce que tu peux pas avoir d'employés. Et voilà. Donc, tu as des missions plus conséquentes, enfin, tu as des missions plus conséquentes en junior, mais par contre, tu as plus de facilité à travailler en groupe. Il faut aussi rajouter que vu qu'à Cap, tu vas aussi avoir un encadrement, c'est quand même quelque chose. Vaut mieux peut-être démarrer avec une mission à Cap, parce qu'au moins tu t'es encadré, tu sais où tu vas. Si jamais il y a des problèmes, on est là aussi pour encadrer la mission. Et puis de ce que disait Antoine, si tu bosses à 2, faut vraiment rentrer dans les clous, l'aspect légal en freelance, sinon les amendes sont salées, donc faut pas déconner avec ça. Faut aussi le faire en junior, mais ça c'est pas votre problème. Oui. C'est un peu plus le nôtre. À Pau, il n'y a pas de questions? Personne à Pau, tout le monde est parti. Si je voulais préciser un autre truc. Je sais plus, c'est pas grave. C'est bon, il n'y a plus de questions. Alors, juste pour conclure, n'hésitez pas à venir nous voir au local de Capesti si vous avez des questions, que ce soit sur la junior ou sur le micro-entrepreneuriat. Là, on va être là encore pendant un peu de temps si vous avez des questions. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'on va pas encore se faire jeter du bâtiment. Bon, ça va, on a le temps. On a largement le temps. Donc, si vous avez des questions, vous voulez discuter de micro-entreprise, on est 2 micro-entrepreneurs là. Valentin un peu plus que moi. Et si vous voulez discuter de junior, il y a une partie du bureau de Cap qui est là. Voilà. Et notre local, il est au dernier étage de Cauchy. Alors la porte était rouge avant, maintenant elle est passée bleue. Il n'y a pas encore notre logo dessus, mais ça ne serait tardé. Donc juste quand vous montez l'escalier en colimaçon, c'est pas la première porte bleue à gauche, c'est la deuxième porte bleue à gauche. De toute façon, il y a la petite étiquette écrit en haut, Association Capesti. Actuellement, le local est en travaux, mais dès qu'il sera plus en travaux, on y est régulièrement. Ça, on va en reparler après. Ouais, formalité d'adhésion. Capesti, la seule formalité que vous avez pour faire des missions, c'est vous avez une convention à signer, notamment quand vous faites des missions. Mais si vous avez, on est obligé de vous prendre une cotisation qui est de 5 €. Mais bon, si vous réalisez une mission derrière qui vous en rapporte 300, finalement les 5 €, rien à oublier. Voilà, merci.